Allez, on plonge tout de suite dans cette analyse pour décortiquer l'une des confrontations psychologiques les plus intenses de toute la littérature française. On va se pencher sur le face-à-face légendaire entre Antigone et Créon, issu de la pièce monumentale de Jean Anouilh. C'est un moment absolument fascinant, un véritable sommet de tension dramatique où chaque mot pèse une tonne. L'idée ici, c'est d'aborder ce dialogue exactement comme on le ferait lors d'une masterclass de littérature à l'université. On va vraiment prendre le temps d'analyser les choses réplique par réplique pour bien comprendre ce qui se joue en profondeur. Au menu de ce décryptage, 5 grandes étapes. Le choc des devoirs, suivi par un tyran réticent. Ensuite, on abordera la démystification des frères, avant de passer à la leçon de style pour finir sur le refus du bonheur. Ce cheminement va nous permettre de mettre à nu les objectifs totalement contradictoires de nos deux personnages. Première étape donc, le choc des devoirs, le conflit d'absolu. C'est là que les fondations du drame se mettent en place. Dès les premiers instants, on fait face à une juxtaposition foudroyante. On a deux mondes qui entrent en collision à pleine vitesse. D'un côté, il y a le devoir moral et religieux d'Antigone. Son objectif est clair et sans appel, défendre l'honneur de sa famille en enterrant son frère, Polynice. Sa justification tient en 3 petits mots, mais des mots qui sont définitifs. Je le devais. C'est l'absolu de la Genèse, la loi divine qui ne souffre d'aucune exception. Et de l'autre côté, face à elle, on a le devoir d'État de Créon. Il faut bien se rappeler qu'il est le nouveau roi de Thèbes, arrivé au pouvoir juste après une tentative de coup d'État. Pour lui, appliquer la loi n'est pas un caprice, c'est une question de survie pour la cité. Il doit faire un exemple pour instaurer son autorité. Son argument à lui est tout aussi sec. Je l'avais interdit. La tragédie, la vraie, elle naît du fait qu'aucun de ces deux devoirs ne peut, ni ne veut, céder face à l'autre. Et cette fracture béante, on la voit de manière spectaculaire quand on observe comment chacun perçoit la même personne. Polynice, le défunt. Pour Antigone, c'est d'abord un frère, un jeune homme fatigué qui, selon ses mots, a achevé sa chasse et qui mérite le repos. Parce que, rappelons-le, dans cette croyance, les âmes qui ne reçoivent pas les rites funéraires sont condamnées à errer éternellement. Pour elle, l'amour familial surpasse toutes les lois terrestres. Pour Créon, le regard est radicalement différent. Polynice n'est pas un frère, c'est un rebelle, c'est un traître qui a marché contre la ville de Thèbes. Le pragmatisme politique prend le dessus. La loi doit s'appliquer à tous sans exception et peut-être même encore plus durement aux membres de la famille royale pour que l'exemple soit parfait. Ce qui nous amène à la deuxième partie, et c'est sans doute l'une des plus surprenantes de l'œuvre, un tyran réticent. Car Créon va essayer, de façon quasi désespérée, de sauver sa nièce. On a souvent en tête le cliché du dictateur sanguinaire, n'est-ce pas? Eh bien, Anouilh pulvérise complètement cet archétype. Créon ne veut pas tuer Antigone, c'est même tout l'inverse. Il déploie toute une série de tactiques, étape par étape, pour éviter l'irréparable. D'abord, la dissimulation. Il ordonne aux gardes de se taire et intime à Antigone de filer discrètement dans sa chambre. Comme ça, ni vu ni connu, le scandale est étouffé. Antigone refuse. Alors, étape 2. Il essaye de rabaisser son acte. Il la traite de moineau, de petite peste, essayant de faire passer cette rébellion pour une simple crise de l'orgueil malsain hérité de son père, Oedipe. Ça ne marche toujours pas. Il monte d'un cran. Étape 3. L'intimidation physique. Il lui tord le gras, la menace de la torture la secoue. Et quand la violence échoue face au calme effrayant de la jeune fille, vient la 4e étape. La supplication. Le roi de Thèbes s'abaisse à supplier une adolescente de vivre et d'avoir pitié de lui. C'est un renversement total des postures. D'ailleurs, la logique de Créon est parfaitement résumée dans cette phrase poignante. Tu ne comprends donc pas que si quelqu'un d'autre que ces 3 brutes sait tout à l'heure ce que tu as tenté de faire, je serais obligé de te faire mourir. Le mot-clé ici, c'est « obligé ». Le souverain absolu, celui qui dicte la loi, avoue en réalité qu'il est prisonnier de la machine de l'État qu'il a lui-même mise en marche. Si le crime devient public, la mécanique politique l'obligera à sévir. Il lui offre là une toute petite fenêtre de tir pour s'enfuir. Mais Antigone reste de marbre. Et face à ce mur, le masque du roi tombe complètement. Créon lâche ces 5 mots, d'une simplicité et d'une sincérité désarmantes. « Je veux te sauver, Antigone ». On n'est plus du tout dans un face-à-face politique. C'est un oncle profondément épuisé qui implore sa nièce. C'est une vulnérabilité inouïe pour un chef d'État, et cela montre à quel point il est prêt à sacrifier sa stature pour la préserver. Mais comme la supplication reste sans effet, nous entrons dans la 3e phase, la démystification des frères. L'objectif de Créon change. Puisqu'il ne peut pas sauver le corps d'Antigone, il va essayer de détruire son esprit de rébellion en s'attaquant à la source même de son martyre. Créon lève violemment le rideau sur les secrets d'État. Il fracasse le mythe. Éthéocle et Polynice n'étaient pas de nobles princes. C'étaient tous les deux de petites frappes, des voyous sans envergure. Il révèle qu'ils ont tous les deux tenté de faire assassiner leur père.
qu'ils étaient prêts à vendre la cité de Thèbes au plus offrant. Ils se sont entretués vulgairement, comme, je cite, deux larrons en foire. Et le détail le plus sordide, le plus insoutenable. Après la bataille, les corps étaient tellement abîmés qu'il était impossible de les différencier. La vérité, c'est que Créon a littéralement fait ramasser l'un des deux corps au hasard pour lui faire des funérailles nationales grandioses et a laissé l'autre pourrir au soleil. Toute cette histoire de bons et de mauvais frères, c'est un mensonge d'État intégral. Une fable inventée pour maintenir l'ordre public. Il lui jette cette vérité crue au visage comme un électrochoc, espérant la guérir de son idéalisme toxique. Il lui demande: valait-il mieux te laisser mourir dans cette pauvre histoire? Autrement dit, est-ce que ça vaut le coup de mourir pour un frère qui, au fond, n'était qu'un minable et dont tu ne sais même pas si c'est vraiment son corps qui pourrit dehors? Et pendant un bref instant, sous le poids écrasant de cette absurdité, on sent qu'Antigone vacille. Avant d'aller plus loin dans l'intrigue, marquons une pause sur notre quatrième point, la leçon de style. Pour que cette violence psychologique nous atteigne en plein cœur, Anouilh manie la langue avec une précision chirurgicale, identifiant quelques figures de style majeures utilisées dans ce texte. Commençons par un terme un peu technique, mais absolument crucial au théâtre, la stichomitie. Il s'agit d'une succession de répliques très courtes, parfois juste des moitiés de phrases, qui s'enchaînent à une vitesse folle. Dans la pièce, à chaque fois que la tension grimpe, les longs discours s'arrêtent, Antigone et Créon se renvoient la balle presque syllabe par syllabe. C'est du tac au tac. Ce rythme haletant donne littéralement l'impression d'assister à un duel à l'épée où chaque mot est un coup porté pour blesser l'autre. Ça coupe le souffle autant au personnage qu'au public. Ensuite, on trouve un usage magistral de la métaphore. Vous savez, cette figure de style qui transfère le sens d'un mot à un autre pour créer une image puissante sans utiliser de mots de comparaison. Créon s'en sert de manière spectaculaire pour justifier la brutalité de son métier de roi. Il se compare au capitaine d'un navire pris dans une tempête apocalyptique. Écoutez cette force. Le mât craque et le vent siffle. On prend le bout de bois, on redresse devant la montagne d'eau, on gueule un ordre et on tire dans le tas. Le bateau, c'est Thèbes. Dans cette urgence vitale, il n'y a plus de place pour les beaux principes, pour la morale luxurieuse des temps de paix. Quand la survie de tous est en jeu, il faut tenir la barre, quitte à abattre son propre équipage sans état d'âme pour éviter que tout le monde ne coule. C'est la métaphore brutale du pragmatisme politique. Face à cela, Antigone dégaine une autre arme littéraire, la comparaison. Contrairement à la métaphore, la comparaison établit un lien explicite avec des mots comme, tel ou on dirait. Révulsée par l'idée de faire des compromis pour survivre, elle compare les politiciens et ceux qui acceptent cette vie tiède à des, je cite, « chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent ». Une image viscérale, crasseuse, qui exprime tout son dégoût absolu pour la médiocrité. Ce qui nous fait glisser naturellement vers la cinquième et ultime partie de cette confrontation, le refus du bonheur. C'est ici que Créon commet sa pire erreur de jugement. Pensant l'avoir sauvé en détruisant l'image de ses frères, il tente de lui vendre ce qu'il a de plus précieux, la vie ordinaire. Il lui dit doucement « la vie, ce n'est peut-être tout de même que le bonheur ». Il lui décrit une existence faite de petits riens, de choses humbles, un banc au soleil pour se reposer, un enfant qui joue, un bon livre. Une vision de la paix, de la survie tranquille. Sauf que c'est littéralement la pire chose qu'il pouvait lui dire. Antigone est soudainement saisie d'effroi et de dégoût. Elle comprend que pour obtenir cette petite vie heureuse, il faut payer un prix exorbitant, celui de la compromission. Il faut apprendre à se taire, à regarder ailleurs quand l'injustice frappe, à accepter que l'amour se fane avec le temps. L'idée même d'un Aimon, son fiancé, devenant un homme résigné et usé par les années, lui est insupportable. Ce qu'Antigone réclame, c'est l'absolu, une perfection pure, totale et immédiate. Sinon, la mort lui paraît de loin préférable. Et là, la dynamique de la scène s'inverse de façon magistrale. On assiste à un véritable basculement du pouvoir. Antigone s'empare du contrôle de la situation. N'ayant plus peur de la mort, elle n'a plus aucune limite. Elle crie son exigence à la face de Créon: « Je veux tout, tout de suite, et que ce soit entier ou alors je refuse ». Et face à cette déferlante, le tyran puissant, le souverain absolu aux commandes d'une armée, se met à paniquer. Pourquoi? Parce qu'il a peur que les gens dans l'antichambre ne l'entendent hurler. La fille sans défense vient de terroriser le dictateur. Elle assène le coup de grâce final avec cette réplique incroyable. « Allons vite, cuisinier, appelle tes gardes ». Le mot cuisinier est d'une violence inouïe. Elle rabaisse le roi de Thèbes, le chef d'état militaire, à un simple cantinier qui touille sa misérable soupe politique, embourbée dans ses mensonges indigestes. Par cette provocation ultime, elle force la main de Créon. Il n'a plus d'autre choix que d'appeler les gardes. Elle a orchestré sa propre fin et l'a obligé, lui, à céder. Ce qui nous amène à une réflexion finale, vertigineuse, qui dépasse de loin le cadre de la pièce.
Si un chef d'État possède l'armée entière, la justice de son côté et toute la force coercitive du monde, mais qu'il se retrouve contraint, totalement contre son gré, d'exécuter une adolescente désarmée et sans aucun pouvoir, au final, qui est véritablement aux commandes? Le vrai pouvoir réside-t-il dans l'épée que l'on tient ou dans l'intransigeance terrifiante de celui qui refuse, envers et contre tout, de dire oui? Une question laissée en suspens qui donne à cette œuvre toute sa dimension immortelle. C'est tout pour cette analyse aujourd'hui, une plongée fascinante dans la nature même de l'autorité et de la résistance. À très vite pour continuer à explorer ces immenses textes.